Donc, je vais essayer de vous parler un peu des avancées qu'on a fait. Bertrand Godot disait que dans le PTI, il y avait beaucoup de progrès. Dans l'amylose, je pense que c'est encore plus évident, puisque les médianes de survie ont complètement changé entre les 8 mois d'avant la chimiothérapie, l'année et demie avec le MP, et maintenant on perd encore malheureusement les malades les plus graves, mais les autres ne meurent plus. Alors la première chose, c'est que on disait avant que l'amylose AL était l'amylose la plus fréquente, et c'est vrai quand on regarde ce camembert des malades avec une amylose en Italie, l'amylose AL est bien plus fréquente que l'amylose A et l'amylose héréditaire. Donc ça, c'est pas vrai dans les pays moins riches. En Tunisie, c'est l'amylose A qui est la plus fréquente, liée aux maladies inflammatoires et surtout infectieuses mal traitées, non traitées. L'amylose AL, on a fait une étude assez précise en Limousin, 12,5 cas par million d'habitants et par an. On a trouvé la même chose que M. Kyle aux États-Unis, dans son comté d'Olmsted. Lui, c'était 12 cas par million d'habitants. Donc, ça fait à peu près 700 cas par an en France et 5000 personnes qui vivent avec. Et il y a une amylose qui est beaucoup plus fréquente, c'est l'amylose à transthyrétine sénile, donc le dépôt de transthyrétine non mutée. La transthyrétine, c'est quand elle est mutée, ce qui va donner tout un tas d'amyloses différentes, dont l'amylose portugaise. Et là, cette maladie est très fréquente. Ce n'est pas une maladie rare. Quand on regarde des études systématiques faites par scintigraphie osseuse, puisque c'est une façon de diagnostiquer ces amyloses cardiaques, c'est 4,15% des hommes de plus de 75 ans et 1% des femmes de plus de 75 ans. Et si on fait une règle de 3 en France, c'est 102 000 hommes et 39 000 femmes pour les gens de plus de 75 ans, et plus les jeunes. Et le patient le plus jeune avec une amylose sénile décrite dans une série de la Mayo Clinic, c'était 48 ans. Donc ça veut dire qu'il y a à peu près 200 000 personnes qui vivent en France avec une amylose transthyrétine cardiaque, et donc que c'est une maladie très fréquente. Et les cardiologues, on voit de plus en plus, et ils demandent aux hématos de faire le diagnostic, d'être sûr que ce n'est pas une AL, parce que c'est ça le problème, de ne pas passer à côté d'une AL. Et donc ça encombre un peu nos consultations. Et ça va changer un peu la pratique des cardiologues, d'autant plus que maintenant, il y a des traitements, il y a le tafamidis, et puis il y a les ARN antisens ou interférents qui permettent de traiter ces pathologies. Alors là, le diagnostic, c'est la scintille, une scintillose normale, avec une affinité très importante pour les dépôts d'amylose. Il y a une seule forme d'amylose génétique à la transthyrétine qui ne fixe pas, toutes les autres fixent. C'est extrêmement sensible, c'est relativement spécifique, en sachant en médecine, les choses sont jamais complètement simples, que les amyloses AL peuvent fixer. 8% des amyloses AL ont une fixation importante. Et donc, quand vous avez une immunoglobine monoclonale, il faut se méfier. Et donc, cet algorithme a été proposé il y a maintenant 5 ans par un consortium de spécialistes. Donc, quand vous avez une suspicion d'amylose cardiaque, vous faites une scintille. Si elle est positive et que vous n'avez aucune immunoglobine monoclonale par toutes les techniques habituelles, vous avez le diagnostic d'amylose à la transthyrétine cardiaque. Vous n'avez pas besoin de faire de biopsie. Ce qui est très important chez ces patients âgés qui ont des biopsies périphériques le plus souvent négatives, et chez qui, pour faire le diagnostic histologique, il faut faire une biopsie myocardique. Donc, pensez à ce diagnostic parce qu'évidemment, traiter par chimiothérapie une amylose à transthyrétine, ce n'est pas une bonne idée. Alors, pour revenir à l'amylose AL, le diagnostic, il faut qu'il soit précoce parce que quand vous arrivez avec une amylose AL cardiaque très sévère, la survie n'est pas bonne. C'est 7 mois pour l'ensemble des Mayo 3, donc je vais en reparler. C'est 3 mois et demi pour les 3B avec un NT-proBNP très élevé. Donc, il va falloir faire le diagnostic rapidement par toutes les techniques possibles. Et on va maintenant, ce qu'on propose, c'est que quand il y a une immunoglobine monoclonale, il faut faire bien sûr une protéinurie pour détecter une atteinte rénale et faire un dosage de NT-proBNP pour détecter une atteinte cardiaque, en sachant que 95% des patients avec une amylose AL ont soit une atteinte cardiaque, soit une atteinte rénale, soit les deux. Et on complète avec les phosphatases alcalines pour détecter les amyloses hépatiques. Alors le traitement, c'est tout simple, les amyloses AL. Quand les chaînes légères qui sont responsables, qui se déposent sous forme de fibrille baissent, le patient va aller mieux. Donc les atteintes cliniques vont s'améliorer, souvent très lentement et de façon différente suivant les organes. Donc ça, c'est un exemple de patient qui rechute de son amylose hépatique. Il avait une amylose hépatique grave, il a été traité, rémission complète, tout est rentré dans l'ordre, il rechute.
Et comme vous pouvez le voir, ça monte lentement, mais une fois que ça a démarré, ça monte vite. Et le traitement étant parfaitement efficace, ce malade a un foie qui revient complètement à la normale. Donc, c'est un malade qu'on avait autogreffé dans les début des années 2000, qui avait chuté 2-3 ans après, et qu'on avait traité à ce moment-là par bortezomib. 5 cycles, parce qu'il avait fait une neuropathie, on le faisait en IV. Ça fait 12 ans, il est toujours en rémission complète. Donc, les traitements marchent bien dans les amyloses AL. Et toujours se rappeler que la chimiothérapie ne joue pas sur les dépôts eux-mêmes. La chimiothérapie fait uniquement baisser les chaînes légères. Donc ça, c'est un autre exemple de patient. Ça, c'est ce que je montre aux cardiologues quand je fais des topos chez les cardiologues. Quelquefois, c'est spectaculaire comme l'amélioration peut être rapide. Là, vous avez une échographie tout à fait typique d'amylose avec un tout petit ventricule, une toute petite chambre du ventricule gauche, un septum épaissi, un mur postérieur épaissi, un épanchement péricardique et une grosse oreillette. Donc ce malade, en 4 mois, il va passer de 30 000 de NT-proBNP à 5 000 et il va complètement normaliser son albumine alors qu'il avait 10 grammes de protéinurie. Il ne va plus avoir de protéinurie en quelques mois. Ça, c'est exceptionnel. La plupart du temps, c'est beaucoup plus lent. Et donc, on ne peut pas se fier à la réponse clinique pour juger de l'efficacité du traitement. Il faut regarder les chaînes légères. Et le devenir des patients dépend vraiment de la réponse. Ça, c'est les critères internationaux de réponse qui ont été définis il y a quelques années, publiés en 2012, avec la DFLC, la différence entre la chaîne légère monoclonale et la polyclonale. Les non-répondeurs, ça ne baisse pas d'au moins 50%. Réponse partielle baisse de 50%. Très bonne réponse partielle, la DFLC inférieure à 40 en valeur absolue. Et réponse complète, un ratio de chaîne légère normale et une immunofixation dans le sang et dans les urines négative. Donc ça, maintenant, c'est très discuté la valeur de ces critères parce qu'on sait que plus la réponse est bonne, mieux ça va être. Et cette étude sur plus de 900 malades traités par VCD, faite en Angleterre, montre que la façon la plus simple de juger de la réponse, sans s'occuper de l'immunofixation ni du ratio, c'est de regarder la DFLC quand elle est inférieure à 10 mg à 6 mois. Les malades vont très bien, mieux qu'avec une réponse complète habituelle. On peut se servir, et ça ils le font à la Mayo Clinique, mais c'est à peu près les seuls, de protéomiques pour détecter les chaînes légères résiduelles clonales. Parce que quand vous avez un taux de chaîne légère normal à 20 mg, vous pouvez en avoir 15 qui sont faites des chaînes légères clonales. Donc là, la masse fixe devrait permettre d'éliminer, de comprendre que ces patients sont encore porteurs d'une chaîne légère clonale. L'autre chose qu'on fait de plus en plus, comme dans le myélome, c'est la MRD. Ça, c'est un papier tout récent, qui était italo-anglais, je crois, et espagnol. Donc, 92 patients qui étaient en RC hématologique, avec des chaînes légères, enfin en RC d'après les critères anciens, avec un ratio normal UNIF négative. Ceux qui avaient une maladie résiduelle en cytométrie qui était négative avaient plus de réponses rénales, 90% versus 62%, plus de réponses cardiaques, 95% versus 75%, et c'était à peu près 45% des malades qui gardaient une MRD positive, et il y avait une rechute pour les MRD négatives versus 13 pour les MRD positives, avec une DFLC significativement plus basse quand la MRD était négative. Donc, plus ça va, plus on va raisonner en disant qu'il faut obtenir une réponse la meilleure possible si on veut que les gens s'améliorent, si on veut qu'ils survivent longtemps et qu'ils aient des réponses d'organes. Et ça tombe bien parce qu'on commence à avoir des traitements qui sont vraiment efficaces chez la majorité des patients. Alors, pour choisir le meilleur traitement, il faut un diagnostic précis de l'hémopathie responsable. Donc, évidemment, myélogramme ou biopsie médulaire, cytométrie, étude génétique qui est vraiment importante maintenant, et être sûr que ça ne soit pas un myélome évolutif, ce qui est rare dans les amyloses. Et s'il y a une IgM, on recherche ce qu'on trouve dans les lymphomes et les maladies. Donc, identifier la cellule monoclonale, dans 90% des cas, c'est un plasmocyte. Et puis, de temps en temps, il y a une IgM, et là, c'est plutôt un lymphoplasmocyte ou un lymphocyte. Mais les amyloses IgM ne sont pas toujours plasmocytaires. Donc, c'est cette étude sur 75 malades de la Mayo, publiée l'année dernière. Donc, une bonne partie, les 3/4, ont effectivement l'équivalent d'une maladie de Waldenström avec une mutation MYD88. Mais le quart des patients ont en fait un myélome à IgM ou une MGUS IgM
mais avec des plasmocytes. Et dans ce cas-là, ils ont, dans 60% des cas, une translocation 11-14. Sinon, ben, c'est vraiment une MGCS, une monoclonal of clinical significance. Hein, ce nouveau concept qui a été proposé par Jean-Paul Fermand il y a 2 ans et maintenant qui est de plus en plus adopté. Donc MGUS de signification indéterminée, MGRS de signification rénale et MGCS de signification clinique. Donc ça englobe toutes ces pathologies qui sont liées à une immunoglobuline toxique, en général sans forte masse tumorale. Donc c'est vraiment ça, le pic est en général peu élevé, c'est des myélomes de stade 1 ou des MGUS, 60% de MGUS, 40% de myélomes de stade 1, l'index prolifératif est bas, et l'évolution vers un myélome symptomatique, ça existe, mais c'est rare, c'est 6 malades sur 1500 avec une amylose maladie dans cette série comme sait faire la Mayo Clinic. La chose la plus importante avant de traiter le malade, c'est d'évaluer la gravité en évaluant l'atteinte cardiaque. Donc, il faut faire une écho, éventuellement une IRM, évidemment un ECG, un Holter pour détecter les troubles du rythme, juger de la dyspnée du malade et faire les marqueurs cardiaques qui vont donner ce qu'on appelle le score de la Mayo Clinic. Alors, il y en a plusieurs. Le classique de 2004, NT-proBNP troponine. Les 2 normaux, ça va très bien. Un des 2 est élevé, c'est moyen. Les 2 élevés, c'est pas bon. Le score a été modifié par les équipes européennes en faisant 3A et 3B avec un NT-proBNP supérieur ou inférieur à 8500. C'est ça qui permet de définir les patients les plus graves et qui malheureusement restent graves, même avec nos traitements modernes, avec une médiane de survie de 3 à 4 mois à peu près, 60% des malades qui vont décéder dans les 6 premiers mois. Et puis l'autre score de la Mayo Clinic montre que la DFLC est importante. En général, les stades 1 ont une DFLC inférieure à 100, les stades 2 entre 100 et 200, les stades 3 au-dessus de 200. Donc plus la chaîne légère, statistiquement, moins c'est bon. Alors l'évolution des traitements, donc je vous parlais du MP, c'était 30% de réponse, 1 an et demi de survie avant les années 95. Les autogreffes, c'était 65% de réponse. Et puis le melphalan dexaméthasone, qu'on a introduit avec les Italiens dans les années 2000, c'est à peu près 65% de réponse. Et l'étude Princeps des Italiens, il y a eu un follow-up au long cours avec une survie de 7,3 ans. Donc simplement en changeant la prednisone par la dexaméthasone, vous passez d'1 an et demi de survie à 7 ans de survie. Nous, on avait comparé auto versus index entre 2000 et 2005 sur une centaine de malades et on avait montré que le index, comme il donnait le même taux de réponse et qu'il était beaucoup moins toxique, donnait une meilleure survie et on a confirmé ça avec un suivi au long cours d'une dizaine d'années. Donc, il n'y a vraiment aucun intérêt, je pense, à faire une autogreffe en première ligne dans les amyloses et c'est quelque chose qui donne lieu à débat et à controverse depuis des années. Et je suis toujours aussi énervé de voir des papiers qui sortent en disant, regardez, on a traité 180 malades avec une amylose dans notre centre, il y en a 80 qui ont été autogreffés, c'est super, ils vont très bien, il y en a 80 qui n'ont pas été autogreffés, leur survie est catastrophique. On regarde, ceux qui ont été autogreffés, c'est évidemment les bons malades qui n'avaient pas d'atteinte cardiaque, qui avaient une fonction rénale normale, qui avaient moins de 70 ans. Et donc, c'est impossible de comparer si on ne fait pas une étude randomisée. Et la mauvaise foi, c'est quelque chose d'assez qui perdure. Hein. Il y a une revue qui vient de paraître dans Mohamed Moti, le dernier signataire, qui est très bien écrite, sauf que dans cette revue, il est marqué l'autogreffe donne les meilleurs taux de réponse complète, 45%. Et vous allez voir, c'est absolument pas vrai, puisqu'on en est à 59 avec le VCD associé au daratumumab. Donc ensuite ont été introduits tous les traitements du myélome, mais ce qui a vraiment changé, c'est l'arrivée des inhibiteurs du protéasome. On est passé aux alentours de 80% de réponses. C'est vraiment des réponses excellentes et c'est lié au fait que les chaînes légères sont toxiques pour le plasmocyte, le stress. Et donc, quand on inhibe le protéasome, on va tuer le plasmocyte beaucoup plus vite que le plasmocyte de myélome, le plasmocyte d'amylose. Donc ça avait été un petit peu l'évolution des traitements chez nous. On avait arrêté les autos, on avait fait du MDEX, on avait rajouté du bortezomib pour les non-répondeurs, d'autant plus vite qu'ils étaient graves, et puis du VCD directement pour les plus graves avec des traitements courts. Et ça repose vraiment sur le raisonnement que dans cette maladie, plus c'est grave au départ, plus vous avez une atteinte cardiaque sévère, plus il faut avoir une réponse vite, sinon votre patient va décéder rapidement. Donc ça, c'est 139 patients qui ne sont pas en réponse à 3 mois.
Les stades 1, ils vont survivre, les stades 2, un peu moins, mais quand même un peu plus longtemps, que les stades 3 qui, eux, vont décéder rapidement s'ils ne sont pas répondeurs. Donc ça, c'était notre vieil algorithme de traitement qu'on a changé l'année dernière. Alors, on l'a changé en partie à cause de cette étude qui a été publiée en 2020. C'était MDEX versus bortezomib MDEX, 110 malades, une étude internationale sur 7 pays européens plus l'Australie. Clairement, il y a plus de réponses, c'est 69 versus 51 et 42% de réponses complètes avec des MDEX versus 19 et une meilleure survie. Sauf que cette survie, elle est meilleure uniquement à cause des stades 2. C'est pas mieux dans les stades 1, c'est pareil. C'est pas mieux dans les stades 3, malheureusement. Et c'est par contre, pour les patients qui ont une atteinte cardiaque, mais pas trop sévère, la survie est meilleure. Donc ça nous a fait changer notre algorithme en mettant du bortezomib chez tous les patients qui ont une atteinte cardiaque. Alors, dans cette étude, il n'y avait pas de consigne pour changer les traitements pour les non-répondeurs et probablement les patients non-répondeurs ont été rattrapés trop tard puisque la médiane dans le bras MDEX de second traitement, c'est 1 an, ce qui est beaucoup trop long. C'est une catastrophe de laisser les malades non-répondeurs avec une amylose. Il faut absolument surveiller les chaînes légères au minimum tous les mois quand vous les traitez et changer le traitement des malades qui ne répondent pas, d'autant plus vite qu'ils ont une maladie grave. Donc, le DARA a été introduit. On a fait la première étude prospective de phase 2 chez 40 malades déjà traités, avec une DFLC qui était supérieure à 50 pour pouvoir juger de la réponse et un NT-proBNP pas trop élevé. Et donc, on a obtenu chez ces patients qui étaient déjà multitraités 3 lignes de traitement en médiane, 65% de réponse globale, avec ce qui était vraiment intéressant, la moitié de patients qui répondaient après une seule injection. Donc, ça répond très vite et ça, c'est important d'avoir cette réponse rapide pour les malades graves. Et quand les malades étaient très bons répondeurs, ils ne rechutent pas. Les réponses sont longues comme d'habitude dans les amyloses. Donc là, seulement un patient sur 9 qui avait une DFLC inférieure à 10 a rechuté avec 26 mois de suivi. Et donc, on a ce type de courbe chez un patient qui n'avait pas très bien répondu au VCD-VRD, qui avait rechuté vite. Il est en rémission toujours 3 ans après sous DARA. C'est pareil avec l'autre anti-CD38, même taux de réponse environ aux alentours de 80%. Et ce qui va vraiment changer le traitement, c'est l'étude Andromeda qui va être publiée bientôt dans le New England, qui a été présentée depuis 1 an dans plusieurs congrès. D'abord avec 11 mois de follow-up et maintenant avec 20 mois. Et clairement, donc cette étude s'est randomisée, VCD versus VCD plus DARA sous-cutané, 6 mois des deux. Et après, dans le bras DARA, 2 ans de DARA mensuel en entretien. Donc, pour des patients pas trop sévères, jusqu'à 3, mais pas les 3B. Et donc, l'endpoint principal, c'est la réponse complète, en sachant qu'ils ont modifié un petit peu la définition de la réponse complète, ce qui, à mon avis, est une bonne idée. On ne tient plus compte du ratio, mais il faut normaliser le taux de chaîne légère pour avoir une réponse complète. Donc, la démographie, c'est des patients peut-être un peu plus jeunes que ce qu'on peut voir dans le tout venant, mais il y a des patients vraiment âgés, 87 et 86 ans. Et puis, avec beaucoup de patients qui avaient une atteinte cardiaque et un tiers qui était environ un tiers de stade 3. Et le point a été atteint clairement à 11 mois et à 20 mois. Et quand on regarde à 20 mois, on a 59% de réponse complète. C'est des taux de réponse qu'on n'a jamais vus dans le traitement des amyloses et 19% avec le VCD. Et ça, c'est quel que soit enfin dans tous les cas, en particulier chez les patients avec une atteinte grave, et en particulier, ça j'en reparlerai, pour les patients avec une translocation 11-14, en sachant que le VCD n'est vraiment pas un bon traitement pour les patients avec une translocation 11-14, 12,7% de réponse complète versus quasiment 59%. Quand on regarde le taux de réponse global, c'est 92% avec le VCD DARA versus 77% avec le VCD. Le VCD, c'est un bon traitement, mais là, on est nettement au-dessus. Et ça se traduit par une amélioration des réponses d'organes, et c'est ça qui est vraiment important, à 6 mois et plus à 12 mois, puisque les réponses sont souvent longues dans les amyloses. On est à 57% de patients qui ont une réponse cardiaque versus 28%, 57% de patients qui ont une réponse rénale versus 27%. Et ça se traduit vraiment par une amélioration de la qualité de vie des malades. Une réponse rénale, c'est la baisse de la protéinurie. L'albumine va monter, les patients n'auront plus d'œdème. La réponse cardiaque, c'est une baisse du NT-proBNP essentiellement.
et ça va être une amélioration de la dyspnée, quelquefois très, très impressionnante. Il n'y a pas eu d'alerte de sécurité, hein. Il y a eu à peu près le même taux d'effets secondaires graves dans les deux bras et ce n'était pas beaucoup. Il y a eu peu de malades qui ont arrêté le traitement. Ceux qui ont arrêté dans le bras VCD, c'était soit parce qu'ils étaient décédés, soit pour faire une autogreffe. Il y a des gens qui continuent à croire à l'autogreffe. Et dans le bras d'Ara, c'était plutôt les patients décédés qui arrêtaient et assez peu d'arrêts sinon. Donc la conclusion, c'est vraiment avec ce follow-up un peu plus long, on augmente encore les réponses hémato, on double les réponses cardiaques et rénales par rapport au VCD. Pas d'alerte de sécurité et donc il y a une AMM déjà au Brésil et aux États-Unis et il va y avoir probablement une AMM en France, probablement. Alors je vous ai mis un petit peu les comparaisons, hein. VCD d'ARA, donc 92 et 79% de très bonnes réponses partielles, VCD 77 et 49 et VMDEX, dans l'étude publiée dans JCO, c'est 79 et 55, donc on est un peu au-dessus du VCD quand même. Alors, est-ce qu'il faut faire du VCD d'ARA pour tous les patients en première ligne? Moi, je ne pense pas, hein. Je remets ma diapo des non-répondeurs. Je pense que les patients de stade 1 qui sont non-répondeurs peuvent tout à fait avoir un traitement moins lourd. Et là, vous avez l'exemple d'une dame qui avait une atteinte cardiaque grave qui est restée 11 ans en rémission avec du MDEX simplement, donc des comprimés 4 jours par mois. Et une autre patiente qui répondait pas au MDEX, qui a été mise en rémission, qui est maintenant en rémission depuis 12 ans avec du bortezomib MDEX. Donc, je pense que pour les patients les moins graves, on peut tout à fait encore, et on a beaucoup plaidé pour ça dans le centre de référence, faire un traitement adapté à la sévérité. Je pense que c'est pas, je crois que ce ne sera pas une bonne idée de faire VCD d'ARA à tout le monde avec du DARA pendant 2 ans. Mais c'est un traitement qui est extrêmement efficace. Donc, pour les patients graves, je pense que ça va changer la donne. Alors, ce qu'on ne sait pas très bien, c'est le rôle de l'endoxan, c'est la durée du traitement. Donc, Andromeda, c'était 6 mois plus 2 ans. Notre essai Amidara, c'était 6 mois. On n'a pas eu beaucoup de rechutes chez les bons répondeurs. Et il y a une étude qui vient d'être rapportée, l'étude Cassiopée, qui vient d'être rapportée à l'ASCO par Philippe Moreau. Et c'est une étude qui randomisait DARA en induction dans le myélome avec une autogreffe et DARA en entretien. Mais il y avait une deuxième randomisation. C'est-à-dire qu'il y a des patients qui ont eu DARA, rien, ou rien DARA, ou DARA, rien. Et en fait, il y a une PFS qui est beaucoup plus longue avec l'entretien DARA, mais pas pour les patients qui ont eu du DARA pendant 6 mois initial. Donc, si vous avez 6 mois de DARA, dans le myélome en tout cas, ça ne sert à rien d'en rajouter après. Et comme on sait que les amyloses, les réponses sont plus longues, probablement, je ne pense pas qu'on ait besoin de traitement aussi long. Alors, s'il y a une 11-14, c'est bien, mais peut-être que le vénétoclax, j'en parlais, c'est encore mieux. Et puis, il y a une synergie avec les imides clairement des anti-CD38. Et donc, nous, on a proposé au labo Sanofi de faire avec l'isatuximab une association avec le pomalidomide. Et j'espère qu'on va démarrer cet essai bientôt, qui est un essai chez les patients en rechute réfractaire, un peu comme Amidara. Les Grecs avec gastritis qui manquent pas d'idées, ils ont fait un protocole où ils rajoutaient 1 mois de DARA pour les patients qui n'étaient pas en réponse complète. Ils augmentent le taux de réponse avec des réponses très, très prolongées pour ceux qui sont mis en réponse complète. Donc, peut-être que, au moins pour les pays qui ne pourront pas payer 2 ans et demi de DARA, faire 1 mois de DARA, c'est une bonne idée pour vos malades non en réponse complète. Alors, la 11-14 est devenue très, très importante. La 11-14, c'est 16% des patients dans le myélome, c'est 50% des patients dans l'amylose et c'est 70% des patients qui n'ont que des chaînes légères sans chaîne lourde. Pas d'immunoglobine entière, ça c'est à peu près la moitié des malades. Donc, si vous avez une amylose AL avec que des chaînes légères, vous avez 70% d'avoir une translocation 11-14 et de mal répondre au bortezomib, de mal répondre aux imides. Et par contre, vous allez très bien répondre au vénétoclax. Donc, il y a 2 papiers qui sont parus. Un papier de la Mayo sur 8 malades, 88% de réponse. Et ça, c'est 2 exemples de malades de Limoges. Le premier qui répond à rien 1 semaine après vénétoclax dex, il est en rémission. Le deuxième qui répond, mais qui rechute vite au VCD et au DARA. Vénétoclax seul, il est en rémission complète en 4 jours. Il est toujours en rémission maintenant quasiment 1 an après l'arrêt du vénétoclax qu'il a eu pendant 7 mois. Donc c'est très impressionnant ce taux de réponse. Et puis ce papier collaboratif, sur 38 patients, dont 27 avaient une translocation 11-14, pour les patients avec une translocation 11-14, on est à 80% de VGPR ou RC.
Ça marche très, très bien. Et on a proposé aussi au labo de faire un essai en faisant venetoclax seul et en rajoutant du daratumumab pour les non-répondeurs. Donc ça, bon, je crois que je ne vais pas avoir le temps de détailler de façon précise, mais ça va être, grosso modo, on est en train de faire le PNDS, de construire notre nouvel algorithme, où je crois qu'on va continuer à proposer le MDEX, même si on va être parmi les derniers avec les Italiens, je pense, pour les patients les moins graves, qui ont un stade 1, qui n'ont pas plus de 10% de plasmo, parce que sinon ils rechutent vite, qui n'ont pas d'atteinte grave, même en dehors du cœur, n'ont pas d'insuffisance rénale, n'ont pas une albumine effondrée. Donc ça vaut vraiment le coup de voir si on peut les mettre en rémission complète rapidement avec du MDEX, et ça peut donner des rémissions qui vont durer une dizaine d'années avec simplement des comprimés 4 jours par mois. Pour tous les autres, on va faire des triplettes. Et la discussion actuelle, c'est à quel moment on met le DARA. Bon, il n'y a pas encore l'AMM. Il y a des équipes qui sont passées pour les plus graves à DARA d'emblée. Moi, en général, je l'introduis très, très vite pour les plus graves, les stades 3B, en surveillant les chaînes légères toutes les semaines. C'est des malades qu'il faut garder en hospitalisation parce qu'ils sont vraiment très instables quand on fait le traitement, et en rajoutant très rapidement soit du daratumumab, soit du venetoclax suivant les cas. Mais on va continuer à avoir ce raisonnement de plus c'est grave, plus il faut taper fort au début. Pour les patients les moins graves, on peut se permettre d'attendre un peu pour introduire les nouvelles thérapeutiques. Pour les amyloses IgM, on avait fait un peu la même chose avec rituximab, benda et rajout de bortezomib pour les non-répondeurs. La pandémie Covid nous a un peu inquiétés. Maintenant qu'on commence à les vacciner, on va recommencer à ça. On a complètement arrêté la benda pendant quelques années. Et puis, il faut faire attention aux formes plasmocytaires. Alors, pour terminer, là, c'est tout ce dont je vous ai parlé, c'est les traitements qui suppriment les chaînes légères et l'organisme élimine petit à petit les dépôts. Il y a eu des stratégies qui ont été essayées et qui sont mal terminées il y a 2-3 ans. C'était la technique des Anglais avec un médicament qui fait disparaître la SAP du sérum et des anticorps anti-SAP. Ça marche très bien dans toutes les amyloses hépatiques. Pas d'évidence de réponse cardiaque ou rénale, et puis une vascularité grave chez un malade, ils ont arrêté. Les études pronto-évitales avec le NEOD, qui est un anticorps conformationnel qui reconnaît les fibrilles d'amylose. Il y a eu 2 grosses études de phase 3 et 2B. La phase 2B, pas de différence avec le placebo. La phase 3, étude de futilité négative, POUM. Alors, ils essaient de le réintroduire là parce qu'il y a une sous-étude qui montre que chez les patients avec une atteinte cardiaque grave, il y a probablement une amélioration de la survie. Un autre anticorps, lui aussi conformationnel, avec là un peu plus de data pour dire que ça marche, parce que scintigraphie, ça marche très bien pour identifier les dépôts. Une étude de phase 2 qui a l'air intéressante, et donc il y a une étude randomisée, VCD, plus ou moins cet anticorps qui a commencé de façon internationale. Et ils sont gonflés parce qu'ils ont pris les 3A, mais aussi les 3B, en sachant que ces patients décèdent très, très rapidement. Et puis, pour faire un peu de pub à Limoges, quelque chose qu'on a commencé il y a maintenant une quinzaine d'années sur une idée de Jean-Claude Brouet de Saint-Louis, c'est faire une protéine chimérique avec un côté SAP qui va se fixer sur les dépôts, un côté FC qui va recruter les macrophages pour phagocyter les dépôts. Ça marche très très bien chez la souris. Donc ça fait 15 ans qu'on a démarré ça. Ça n'avançait pas et ça a été pendant 5 ans avec le LFB, qui a fini par abandonner. On avait un peu d'argent de temps en temps, 10 000 euros par là, 20 000 euros par là. Et on a fini par faire appel à des Américains qui ont en 6 mois enlevé 25 millions d'euros et qui ont fait les tests chez les gros animaux. C'est pas toxique et qui vont probablement commencer chez l'homme dans les quelques mois qui viennent. C'est impressionnant comment ça marche aux États-Unis quand molécule comme ça. Donc, c'est une boîte qui s'appelle Atralus qui a la licence. Donc, ça, c'est les différences de survie entre la série initiale de la Mayo Clinique a permis de définir ces stades de la Mayo, et puis 517 patients de notre registre, mais ça, c'était avant l'introduction du DARA, donc c'est déjà pas. La survie a beaucoup augmenté, sauf pour les 3B. En dehors de la greffe cardiaque, il n'y a pas grand-chose, malheureusement, pour améliorer la survie de ces patients. Et puis ça, c'est la survie des 388 patients d'Andromeda. Comme vous voyez, c'est 80% de survie à 2 ans,
avec une toute petite différence entre les deux courbes, qui pour l'instant n'est pas significative, mais beaucoup de malades ont eu du daratumumab en rechute. Donc, diagnostic précoce, pas se tromper de type d'amylose, traitement adapté à la sévérité à la réponse, des traitements innovants pour les stades 3 les plus graves. Il y a un essai actuellement du DARA en monothérapie, mais je ne suis pas sûr que ça va suffire. Et puis, je pense qu'on va beaucoup encore améliorer la survie avec tous ces nouveaux médicaments. Donc, merci à tous les gens du centre de référence. On travaille en réseau avec 25 centres de compétences. On fait des RCP. Maintenant, on en a tous les 15 jours parce que sinon, il y avait trop de monde. Et merci à tous les gens qui participent régulièrement à ce RCP. Et merci donc aux gens de l'unité Crible à Limoges qui font toute la recherche biologique translationnelle sur ces maladies, l'amylose, mais aussi le POM, c'est